Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je me trouve aujourd'hui à Paris en compagnie de David que je vais vous présenter tout de suite. Avant tout ça, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ci-dessous si vous êtes directement sur YouTube. Lisez bien également la barre de description pour pouvoir récupérer gratuitement votre petit pack de bienvenue sur l'indépendance financière. Le contenu est secret, donc téléchargez-le, vous n'allez pas être déçus. Et je vais vous présenter tout de suite David qui est de Bordeaux et qui est promoteur immobilier, donc une profession qu'on ne connaît pas vraiment. Donc David, salut. Salut Raph. Comment tu vas, la forme? Super bien, super bien. Top. Alors rapidement, avant qu'on commence le cœur de la vidéo, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? On sait que tu t'appelles David, mais qu'est-ce que tu fais précisément dans la vie? C'est quoi ton métier? Moi, j'habite à Bordeaux et j'ai 40 ans. Ok. Je suis devenu indépendant financièrement depuis 4-5 ans maintenant. Et j'ai commencé en fait à investir à l'immobilier à l'âge de 30 ans. Et c'est grâce au biais de l'immobilier que j'ai réussi à atteindre une indépendance financière. Voilà. D'accord. Comment tu es tombé dans l'immobilier à 30 ans? Qu'est-ce que tu faisais avant 30 ans? C'est assez particulier parce que j'ai pas cherché à faire de l'immobilier à la base. Ok. J'avais l'objectif d'avoir ma maison. Je voulais ma maison individuelle. Je voulais habiter dans une maison individuelle. Et le problème, c'est que lorsque je suis allé voir la banque, elle n'a pas voulu me prêter. Ah ouais? Parce que non, j'étais tout seul, pas assez de revenus. Ok. J'étais salarié, mais j'avais pas assez de revenus et le budget était trop important pour que je puisse tout seul acheter une maison individuelle. Ok. Donc elle t'a dit non. Et voilà, là, elle m'a dit non. Et quelle était ta solution? Qu'est-ce qui a fait que du coup tu es tombé dans l'immobilier? Parce que tu as réussi finalement quand même à faire cette opération. Ouais, exactement. J'ai réussi quand même à la faire. Quelle a été l'astuce? J'ai pas supporté que la banque elle me dise non. Ouais. J'ai pas aimé ça, j'avais mon projet dans ma tête et il fallait absolument que je le fasse. Ouais. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et la solution, ça a été de faire 2 maisons. Alors ça peut paraître un peu… Si elle veut pas pour une, comment elle peut vouloir pour deux? Ouais, les gens vont se dire. C'est ça. Mais en fait, le secret, c'est que en faisant 2 maisons, il y en a une des 2 que j'allais louer. Et okay. Le fait de louer cette deuxième maison, ça m'a rapporté un revenu supplémentaire dont la banque a tenu compte. Okay. Et grâce à ça, j'ai pu accéder à ce projet-là et à faire donc 2 maisons. Alors je suppose que l'enveloppe globale du projet, au final, était quand même plus grosse par rapport à une seule maison. Alors oui, c'est vrai, la somme était plus grosse parce qu'il y avait 2 maisons, évidemment. Mais j'ai fait en sorte que ça explose pas, donc j'ai réduit en fait la taille de la maison que je voulais à la base, pour que ça puisse avoir un budget acceptable pour la banque par rapport au loyer que j'allais encaisser de la deuxième maison. D'accord, c'est vraiment astucieux, je sais pas comment tu as trouvé cette idée, mais tu as réussi à venir à bout de ton objectif, quoi. J'ai réfléchi pendant quelques minutes. Ouais, je me doute, ouais. Mais j'ai réussi à trouver cette solution qui a réussi à fonctionner, j'ai pu me faire financer. Donc ça c'est top. Du coup c'est ça qui t'a fait tomber dans, entre guillemets, le métier de promoteur? Ou pas du tout, ça t'a donné des idées? Exactement. Ouais. En fait, promoteur, on me donne ce surnom maintenant un petit peu partout parce que j'ai investi dans l'immobilier en construisant des maisons. Parce que le métier de promoteur, c'est de construire de l'immobilier en fait. Ouais, c'est ça. C'est quoi un promoteur? Parce que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est un promoteur immobilier. Donc un promoteur immobilier, c'est quelqu'un qui construit, c'est quelqu'un qui crée des logements, c'est quelqu'un qui construit des logements. Voilà. Donc tu achètes un terrain, tu construis. Voilà. Exactement. C'est ça. Ça, c'est le fait de faire de la promotion. Ouais. Alors moi, je le fais à titre personnel, je suis en train de me professionnaliser pour maintenant passer sur des projets un peu plus importants. Ouais. Mais à la base, je fais ça pour moi, quoi. Donc j'ai commencé en faisant 2 maisons. Ouais. J'ai dupliqué cette méthode-là parce que j'ai développé toute une stratégie autour de ces 2 maisons que je construis sur un terrain qui me permet en fait de gagner pas mal d'argent. Voilà. Donc ouais, tu es d'ailleurs l'auteur de la stratégie de la doublette dont on va parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc le délire des 2 maisons, c'est ça? Ouais. On en parlera juste après. Juste avant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pas ton palmarès, mais qu'est-ce que tu as déjà accompli? Tu as déjà fait pas mal de maisons, tu me parlais d'opérations marchand de biens également. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Oui, tout à fait. Ouais. Actuellement, je suis propriétaire d'une dizaine de maisons que je loue. J'ai également plusieurs appartements. Et à côté de ça, comme je disais tout à l'heure que je me professionnalisais, ouais. J'ai également 3 sociétés de marchand de biens pour lesquelles je suis associé avec différents associés dans chacune d'elles. Et voilà. Tout cela autour de Bordeaux? Et tout ça autour de Bordeaux. Là, je suis sur la région de Bordeaux. Je me concentre là-dessus parce que je connais bien la région. Ok, tu es de là-bas. Ouais. Donc là, ok, donc c'est cool. Tu nous parles de promotion immobilière, tu nous parles de tout ça, de prendre des terrains, d'acheter des terrains, de construire dessus des maisons, de revendre, d'encaisser des plus-values. Mais les gens qui regardent cette vidéo, je sais pas, peut-être qu'ils se disent, ah, cool la vidéo, c'est sympa, mais c'est pas réservé pour moi. Il faut des millions d'euros, peut-être, il faut des thunes, non? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Je vais te donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, les constructeurs de maisons individuelles,
ils ont une clientèle. Cette clientèle, c'est des jeunes couples qui veulent accéder à la propriété en habitant dans une petite maison individuelle. Résidence principale, quoi. Résidence principale, la plupart des clients des constructeurs, ce sont des gens qui veulent acheter leur résidence principale. Et la clientèle de ces personnes-là, ce sont des gens qui ont une moyenne de 30 ans, pour te donner un ordre d'idée, et qui ont un salaire tout à fait normal. Et le fait d'avoir ces deux salaires leur permet d'acheter une maison individuelle. Donc voilà, c'est vraiment accessible au plus grand nombre, et même à ceux qui ne connaissent rien dans la construction, puisqu'il y a des prestataires qui vont construire la maison. C'est pas moi qui les construis. Je paye des artisans, etc. Voilà. Donc là, tu me parles vraiment dans le cas du couple qui achète le terrain et qui fait construire, on est bien d'accord. Il n'achète pas le produit terminé. Il fait construire lui-même, on est d'accord. Est-ce que tu peux nous dire combien ça coûte, peut-être une estimation de prix? Alors je sais que c'est pas forcément évident en fonction des régions de France, etc. Bon, le coût de la main-d'œuvre est plus ou moins le même. Combien ça coûte à peu près une construction de maison classique, je sais pas, une chambre? Alors une maison par exemple de 3 chambres qui ferait environ 90 mètres carrés, on peut considérer que ça peut coûter entre 100 et 120 000 euros à peu près. Donc c'est accessible. La construction, oui, c'est tout à fait accessible. C'est le prix d'un studio à Bordeaux, ça. Donc voilà. Et on ne parle pas de Paris. On ne parle pas de Paris. Au Paris, on aurait la surface des toilettes, peut-être. Peut-être. Alors là, évidemment, c'est la construction de la maison seulement. On parle pas le terrain aussi. Du prix du terrain. Voilà. Et là, le prix du terrain, eh bien, ça peut énormément varier par rapport aux régions. Moi, je sais qu'autour de Bordeaux, à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux, on va trouver des terrains entre 100 et 120 000 euros. Si on va dans d'autres endroits, à Paris par exemple, les terrains ils vont coûter beaucoup plus cher. Et je sais que j'ai des gens que je connais qui font la même chose que moi dans d'autres régions de France qui arrivent à avoir des terrains qui sont beaucoup moins chers. À 70 000 euros, 80 000 euros par exemple. Donc, ça dépend de son marché, quoi. Donc toi, du coup, en tant que promoteur, comment ça se passe? Donc tu repères un terrain, bon, peut-être question bête, mais on va quand même la poser pour que tout le monde ait la réponse. Comment tu sais que ça va être une bonne affaire sur le terrain? Donc je suppose que tu vas me répondre l'emplacement, mais est-ce qu'il y a d'autres critères? Alors oui, il y a évidemment d'autres critères. Moi, l'un de mes critères principaux, c'est de pouvoir construire systématiquement 2 maisons. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant ça, j'utilise la stratégie. Je vais prendre l'exemple d'un primeur, par exemple, qui va vendre des fruits et légumes. Il va au marché acheter en gros chez son fournisseur. Il achète par exemple 1 tonne de tomates. Et quand il va revendre ses tomates à ses clients, à toi et à moi, il va nous revendre 1 tomate. Donc tomate par tomate. Au détail. Kilo, au détail. Et quand il revend au détail, évidemment, lui, il a pris sa plus-value parce que le prix au détail est plus important que le prix de la masse, de la tonne qu'il a acheté. Et bien c'est un peu la même chose lorsque moi je fais 2 maisons sur un terrain, c'est que j'achète un terrain et le fait de faire 2 maisons, lorsque je revends chaque maison avec sa partie de terrain, et bien j'ai fait exactement la même chose que le primeur. Je revends un terrain qui est plus petit que ce que j'ai acheté à la base. Et comme je l'ai acheté plus gros, je l'ai acheté moins cher. Mais je ne fais pas de spéculation, j'achète un terrain à la base au prix du marché et lorsque je revends le terrain plus petit avec sa maison, eh bien je le revends aussi au prix du marché. Mais il a augmenté naturellement parce que les prix du marché, ils augmentent, plus les terrains en fait sont petits et plus le prix au mètre carré il augmente. Et donc on crée facilement la plus-value à partir de ce phénomène-là. C'est pour ça que je fais toujours des doublettes. Voilà, que j'appelle des doublettes. On va en parler, la doublette, c'est un principe de l'immobilier. Finalement, plus les petites surfaces sont petites, que ce soit à la location ou à la vente, plus c'est cher. Et c'est un peu comme les immeubles également, on dilue les risques, on a plusieurs lots, donc les artisans ça peut coûter moins cher au niveau des devis, on achète en gros et on peut revendre au détail. Exactement, principe du gros du détail. Exactement, règle de commerce de base, exact. Donc la stratégie de la doublette, donc un nom un peu bizarre, la doublette, ça veut dire quoi ça, la doublette? Alors je l'ai appelé comme ça parce qu'en fait c'est le fait de construire 2 maisons jumelées sur un seul et même terrain. D'accord, donc la vidéo ne va pas prendre un autre tournant, rassurez-vous. Ok, on parle toujours d'immobilier, c'est bon. Tout à fait. Donc ta stratégie, donc voilà, on vient d'expliquer, c'est 2 maisons sur un terrain. 2 maisons qui sont quand même bien séparées, on est d'accord? Alors elles peuvent être soit séparées, soit collées par le garage, c'est ce qu'on appelle des maisons jumelées. Donc qu'est-ce qu'on doit regarder avant de savoir si on va pouvoir faire une opération de création de 2 maisons sur un terrain? Je suppose qu'il y a plein de choses, notamment, je sais pas, mairie, urbanisme, tout ce qu'on appelle les plans d'occupation des sols, les POS, c'est ça? Est-ce qu'on peut construire en fait, parce que tous les terrains ne sont pas constructibles? Comment ça se passe un peu? On va pas faire le process en entier, parce que ça serait super long, mais voilà, quelqu'un qui démarre à l'idée de faire une promotion immobilière, comment ça se passe? Alors la première chose, c'est de repérer le terrain où vous voulez le faire. C'est important de choisir l'emplacement. Vous avez certainement souvent entendu parler de ça en immobilier. L'emplacement, c'est très important. Une fois qu'on a sélectionné l'emplacement, il faut trouver le terrain sur lequel vous allez pouvoir construire 2 maisons. Donc il faut qu'il ait une surface suffisamment importante pour pouvoir implanter 2 maisons dessus. Et ça ne s'arrête pas là. Une fois que le terrain vous l'avez trouvé, il faut évidemment se rapprocher du service de l'urbanisme de la mairie et consulter ce qu'on appelle le PLU, le plan local d'urbanisme,
qui est en fait un cahier des charges. C'est là où on va vous expliquer toutes les règles de construction sur le terrain que vous avez choisi. On va vous dire ce que vous pouvez faire ou pas faire. Voilà. Une fois que vous avez consulté ça et que vous avez validé le fait de pouvoir construire ces 2 maisons sur ce terrain-là, vous avez déjà une belle amorce et vous pouvez déjà en tout cas mettre une option sur ce terrain-là. D'accord, donc ça c'est vraiment avant de signer le compromis, tu fais déjà tout ça. Tu appelles la mairie, tu vas sur place même, tu te renseignes sur le terrain en fonction du cadastre pour savoir si tu peux construire, s'il n'y a pas de problème. Exactement. Okay. C'est la première démarche, c'est d'aller voir l'urbanisme et de voir si le projet est faisable. C'est ça. Quand l'urbanisme vous dit c'est faisable, à ce moment-là, vous pouvez aller signer un sous-seing. Et après, une fois que le sous-seing est fait, il faut voir un constructeur pour qu'il vous prépare le projet, qu'il vous dessine le projet, qu'il vous dépose en mairie la demande de permis de construire. Et c'est là, une fois que vous aurez le permis de construire, que vous pourrez démarrer les travaux. Ok, les interlocuteurs sont vraiment un peu différents. Finalement, là, c'est beaucoup la mairie. Je suppose que tu as aussi un architecte pour tout ce qui est plan de la maison, c'est obligatoire? Alors, ça va dépendre. Si on passe par un constructeur, le constructeur il a tout un packaging en fait qui est offert. Donc c'est pour ça que c'est relativement simple. Moi je m'embête pas beaucoup quand je fais ces projets-là. Je vais voir mon constructeur, je lui dis je veux 2 maisons, je veux qu'elles soient comme ça, comme ça, comme ça. Il connaît le truc. Voilà. Je lui dis ce que je veux parce que moi j'ai ma stratégie. Je lui impose ma stratégie et lui ensuite il se débrouille à faire les plans et à déposer tout ça en mairie. Il voit ça. Ah ouais, il fait tout, la mairie et tout. Il fait tout, s'occupe de tout. Il dépose le dossier en mairie et on attend qu'on ait l'accord de la mairie. Ou pas. Ok. Donc tu mets une condition suspensive sur le compromis, tu n'as pas l'accord, tu te désengages, tu as l'accord, on continue. Ok. Exactement. Parce que finalement, tu as l'autre solution, c'est de dire je fais tout seul, je prends un architecte, il me valide les plans, je trouve des artisans, ils me font les fondations, puis ensuite ils me font la plomberie, ensuite ils me font les gros œuvres, etc. Mais là, tu perds énormément de temps et d'énergie, on est d'accord. Mais du coup, est-ce qu'il y a une grosse différence de prix entre les 2 solutions? Est-ce que quand tu prends un constructeur, finalement c'est beaucoup plus cher, ou est-ce que ce prix en plus vaut vraiment largement la tranquillité d'esprit de se dire ça va être bien fait et j'ai délégué? Alors, c'est une bonne question parce que et je vais te répondre très directement. Dis-moi. Le constructeur coûte un peu plus cher parce que si vous faites appel à chaque corps d'État, si vous allez voir chaque artisan et que vous négociez les prix avec chaque corps d'État, vous allez gagner de l'argent. Ça c'est une certitude, ça va coûter beaucoup moins cher. Et si vous le faites vous-même, ça coûte encore moins cher. C'est pour que vous compreniez le principe en fait. Le constructeur c'est celui qui coûte le plus cher. Pourquoi? Parce qu'il amène tout un package, il amène un lot de services. Vous avez pas besoin de faire grand chose. Il va vous convoquer pour signer certains papiers, il va vous convoquer pour payer certains appels de fonds. C'est à peu près tout ce que vous aurez à faire et si ce n'est la réception à la fin du chantier. Parce que lui il va s'occuper de tout, il va s'occuper de la mairie, de l'architecte, de tous les artisans qui vont intervenir pour construire la maison. Enfin voilà, de tout. C'est sa valeur ajoutée quoi. C'est ça, il vous laisse tranquille. C'est la grosse valeur ajoutée du constructeur. Et il y a un autre gros point fort du constructeur, je dois dire quand même, c'est que lorsqu'on va voir une banque, la banque, elle préfère beaucoup plus le constructeur. Elle est rassurée. Mais vraiment beaucoup plus. Ah ouais? Parce que le constructeur, il amène toute une sorte de garantie financière. C'est-à-dire que si jamais il coule, eh bien, il a une garantie financière qui dit que même si lui disparaît, il y a un autre constructeur par cette assurance qui va reprendre des travaux et votre maison, elle sera automatiquement finie. Et la banque, évidemment, ce qu'elle veut, c'est qu'on paye notre crédit et donc elle veut toutes les garanties. Et elle veut que ce soit fini. Avec un constructeur de maison individuelle, le chantier, il va aller au bout. Ça va bien se passer. Voilà, elle est rassurée. Il n'y aura pas de problème parce que c'est vraiment très draconien tout ce qu'on leur demande aux constructeurs comme garantie, comme assurance, etc. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent à la télé, enfin souvent dans des reportages un petit peu plus ou moins miteux, où on voit des histoires de mecs qui ont acheté des terrains, un constructeur qui vient plus, les fondations à moitié faites, et le mec a tout payé d'un coup comme par hasard à 100% au tout début. Ça, est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que c'est vraiment des gens qui n'ont pas eu la jugeote déjà de payer en 3 fois par exemple ou de faire des choses comme ça? Est-ce que ça existe vraiment? C'est exactement à cause de ça, c'est parce qu'il y a eu ces problèmes-là que les règles se sont énormément durcies envers les constructeurs. Donc suite à tous ces problèmes, parce qu'il y en a eu un paquet, il y a eu un abus par rapport à ça pendant une certaine époque, aujourd'hui on leur demande d'être vraiment réglo comme ça, vraiment super costaud sur toutes les garanties qu'ils apportent parce que les banques elles veulent plus de ça. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle le package qu'ils offrent est vachement costaud, c'est qu'une banque, quand vous lui apportez un contrat de constructeur, elle va vous prêter, si votre profil financier va bien, elle va vous prêter pratiquement en fermant les yeux. Voilà.
Voilà, c'est vraiment qu'elle assure vraiment tout. Donc tout s'est assaini, les escrocs ont disparu, là-dessus il n'y a pas il y en existe toujours, je suppose, des moins sérieux. On va dire que ça a complètement disparu. Mais un constructeur qui fait partie du groupe des CMistes, de l'association des CMistes par exemple, ou de maisons qualité, il y a des labels maintenant, on est pratiquement sûr que ça va bien se passer. Que ça se passera bien. Ouais. Super. Est-ce que tu peux nous dire par exemple combien, on va parler d'argent un peu, combien tu peux espérer en plus-value lorsque tu fais une revente de biens comme ça? Je sais pas, sur une stratégie de la doublette que tu connais, que tu fais très bien, qui est la tienne. Combien tu peux dégager de plus-value sur un projet, sur une doublette? Alors moi cette stratégie je l'ai mis en place quand j'ai démarré parce que j'ai tout façonné autour de ça en fait. Mon objectif c'était de faire 100 000 euros. Donc, de plus-value. Avec de plus-value. Donc lorsque je fais une opération qui fait 300 000 euros de budget, je dégage 100 000 euros de plus-value à la fin des travaux. Une fois que c'est fini, que tout est fini, c'est prêt à livrer. Si je les revends toutes les deux, séparément, mais toutes les deux, je fais 100 000 euros de plus-value. Voilà. C'est un minimum. Si je ne peux pas faire ça, tu valides pas. Je ne fais pas l'opération. Et combien ça te prend une construction de 2 maisons justement pour faire ces 100 000 euros de plus-value? En termes de temps? En termes de temps, de l'achat du terrain, du repérage du terrain, de l'achat à la construction, enfin la livraison finale du produit. Alors, on va dire que une fois que le terrain a été validé en totalité, c'est-à-dire qu'on a obtenu le permis de construire, etc., et qu'on passe devant chez le notaire pour l'acter, à partir de ce moment-là, il faut compter entre 7 et 8 mois pour avoir les 2 maisons sorties de terre. Voilà. Et la revente derrière, ok. Ouais. Donc en moins d'un an, tu encaisses 100 000 euros net de plus-value. Alors, on ne va pas les encaisser tout de suite, en moins d'un an, puisque ça va être fini. Après, il faut les mettre en vente. À moins qu'on anticipe la vente et qu'on commence avant que les travaux soient finis. Mais bon, ça va être difficile pour les acheteurs de se projeter si c'est pas fini. Mais a priori, si elles sont faites en 8 mois, on va dire que allez, entre 12 et 15, c'est revendu. Ouais. Tu fais des maisons, toi, un petit peu haut de gamme ou tu fais vraiment du classique, entre guillemets? Alors, je fais le produit qui est le plus demandé aujourd'hui en France. Ok, c'est-à-dire 80% de ce que demandent les gens. Donc on est sur des maisons en moyenne de 90, 100 mètres carrés, 3, 4 chambres, ça dépend des régions, ça dépend où on se trouve. Voilà, c'est à peu près la typologie de maison que je fais. Et on est sur des budgets de maisons à l'unité qui représentent un budget en construction entre 100 et 110 000 euros, quelque chose comme ça. Que tu revends ensuite 150 000 environ. Voilà. C'est ça, ok. C'est toujours les mêmes maisons que tu construis ou pas? Ou tu varies des fois, le constructeur varie, ou c'est vraiment toujours les mêmes maisons? Alors non, c'est pas toujours les mêmes, ça va dépendre en fait du terrain. Tout va dépendre du terrain. Suivant comment il foutu le terrain, eh bien, je vais faire 2 maisons jumelées, ou alors 2 maisons totalement individuelles, ou alors 2 maisons à étages jumelés. Voilà, ça va dépendre du terrain finalement. Tu fais que des maisons, pas d'immeubles? Non, je fais que des maisons individuelles. Tout à l'heure, tu nous disais que tu étais marchand de biens. Alors du coup, ma question c'est, est-ce que tout le monde en fait peut faire ça? Si demain, moi, je repère un terrain, que je suis une personne physique, un particulier, je repère un terrain, je pourrais construire une maison, la banque est ok, est-ce que je peux faire ça, revendre, encaisser ma plus-value sans problème, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose réservé, je sais pas, il faut un statut ou quelque chose comme ça? Alors, marchand de biens, c'est un métier, c'est vraiment un métier. Il faut que ça soit fait à l'intérieur d'une structure juridique, donc soit une SAS, soit une SARL, donc une société. Est-ce que c'est donné à tout le monde? Je ne peux pas dire que ça soit donné à tout le monde, c'est quand même fait pour les initiés, parce que ça ne fonctionne pas comme lorsqu'un particulier achète et revend un produit. Le marchand de biens, lui, il est soumis à d'autres taxes. Il y a une taxe sur il peut y avoir de la TVA, il peut y avoir de l'impôt sur les sociétés. Voilà, les calculs ne se font pas du tout de la même façon. Et si on prend par exemple les calculs d'un particulier qui fait de l'achat de revente, dans la structure d'un marchand de biens, on risque de perdre de l'argent si on fait ça. Donc il faut quand même connaître, il faut savoir comment ça fonctionne. Il faut vraiment être initié, il faut se former pour pouvoir faire ça. Tout le monde n'est pas marchand de biens du jour au lendemain. C'est vrai que vous avez beaucoup plus d'obligations, notamment sur quand vous livrez les produits, sur des normes, des choses comme ça. C'est beaucoup plus strict par rapport à... Il faut des assurances spécifiques, on devient professionnel. Donc on a une responsabilité quand on revend qu'un particulier n'a pas parce qu'il revend. Donc voilà, tout ça, il faut l'apprendre. Enfin, disons que ça pourrait être fait pour tout le monde, puisque finalement les particuliers font de l'achat-revente. Les marchands de biens, c'est la même chose, sauf que c'est encadré sous une forme juridique et qu'il faut se former pour savoir combien ça se comptabilise et combien ça peut rapporter pour telle ou telle opération. C'est là où il ne faut pas se tromper et il faut se former. Il faut se former, quoi. Voilà, c'est tout simplement. C'est vrai que comme partout dans l'immobilier, dans tous les domaines, si on ne se forme pas, généralement on se casse un peu la gueule. C'est certain. Ok. Je sais que tu as un blog également sur lequel tu parles un petit peu de tout ça, notamment de cette stratégie de la doublette. Est-ce que tu peux nous en dire
un petit peu plus comment ça s'appelle. Je mettrai en dessous bien évidemment dans la barre de description, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait, ouais, avec plaisir. J'ai un blog qui s'appelle davidlepromoteur.fr voilà, dans lequel vous allez pouvoir trouver différentes rubriques et informations à ce sujet. Et je fais très bientôt également une formation en ligne sous forme de webinar. Donc voilà, pour tous les gens qui s'intéressent. 100% webinar, la formation. Voilà. En direct, avec toi. En direct. Et je vais parler un peu plus dans le détail de cette stratégie. De la promotion et de la stratégie de la doublette. Voilà. Ok. Bah, je vous mettrai tous les liens dans la description. Voilà, tu as une formation également sur cette stratégie. Donc, je sais que ça peut intéresser certaines personnes, pas forcément tout le monde quand on débute, mais je sais que certains sont intéressés par la promotion immobilière. Donc bah voilà, retrouvez tout dans la barre de description. Si vous voulez voir un petit peu les produits de David, je pense que vous avez compris que David, bah voilà, il a de l'expérience dans le milieu. Là, c'est pas sa première opération, on a fait une bonne dizaine, quinzaine, vingtaine là. Combien t'en as fait là? Plus de 20 parce que aujourd'hui je compte que ce que j'ai gardé, mais toutes celles que j'ai faites. On n'a pas parlé de ce que ça a revendu, ouais. Notamment pas qu'en France, aussi à l'étranger. Donc bonne expérience de David, donc franchement n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il propose. Je pense que vous avez compris que David est quelqu'un de professionnel, donc ça c'est plutôt cool. Moi je vous invite encore une fois à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu, à la commenter si vous avez des questions, on pourra venir répondre aux questions avec plaisir et à la partager à des amis qui sont intéressés par l'immobilier. David, je te remercie encore pour cette petite vidéo. C'est à moi que ça a fait plaisir. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On se dit à une prochaine. Ciao, ciao. Ciao.